Merci pour cette présentation. Moi, j'ai une première remarque j'ai envie de revenir sur la notion d'anticipation. Lorsque vous avez dit, ouais, ils sont pas capables, elles sont pas capables, surtout les petites et moyennes entreprises. Voilà, moi, je voudrais un peu titiller cette formule-là. Je trouve qu'elle est un peu trop, voilà, noir ou blanc, elle est un peu trop catégorique, ce me semble. Mon expérience, mais modeste, voilà, me donne à penser que quand même il y a des situations, y compris dans des petites et moyennes entreprises, où grosso modo la relation qu'on a avec le système client donne à penser effectivement que voilà, le niveau d'exigence va se modifier, et donc voilà, ça nous permet aussi de concevoir quelques évolutions et mettre en place les actions qui permettent d'y faire face. Lorsque par exemple on a des investissements, lorsque par exemple on peut constater aussi le vieillissement de notre population et le fait de dire qu'il y a dans telle filière de métier de toute façon voilà des expertises, des compétences qui vont quitter l'entreprise. Alors désormais, certes 2 ans plus tard, mais quand même c'est de l'anticipation. Il y a aussi tout le travail de veille qui se fait au niveau de la branche professionnelle, etc., etc. Donc voilà, mon propos est de dire attention, peut-être aussi titillons là pour le coup les responsables d'entreprise en essayant de les faire réfléchir à ce que nous on appelle dans le réseau ANACT, ARACT, le risque compétence. C'est-à-dire que voilà, faites attention, voilà, si vous n'anticipez pas un petit peu, si à un moment donné vous ne mettez pas en place des actions correctives, si à un moment donné il n'y a pas un minimum d'anticipation et d'accompagnement, attention, vous prenez des risques de telle et telle manière. Non, je me suis mal exprimée là-dessus. C'est-à-dire que quand une entreprise, enfin, le rôle au quotidien d'un organisme collecteur, en tout cas c'est la façon dont nous on le vit au quotidien, c'est d'accompagner les entreprises sur cette anticipation des évolutions et de ses besoins. En raccourci, on dit besoin de formation, mais on est plutôt sur des besoins de compétences qui trouvent une traduction en besoin de formation, parfois, pas toujours. Donc ce travail d'accompagnement de l'entreprise sur l'anticipation de ces évolutions ou de l'impact de ces projets sur l'évolution des compétences nécessaires, c'est le travail que au niveau des conseillers en formation il faut au quotidien. Donc je dirais que quand ce travail-là suffit, très bien, c'est le plus court chemin pour aller à Rome. Il y a pas de souci. Enfin, c'est déjà long, mais on a les outils. On a les outils pour accompagner la professionnalisation de jeunes ou de moins jeunes via les contrats de professionnalisation, pouvoir accompagner l'entreprise sur comment mettre en œuvre ces dispositifs. Quand elle a un minimum quand elle est prête à se projeter, à pouvoir poser les choses, et quand elle est prête à cet accompagnement, on a, je dirais de façon classique, les outils pour répondre à ça. Donc, c'est en dehors de ces cas de figure. Enfin, là, on est en dehors de ces cas de figure. C'est-à-dire qu'on est soit sur des publics qui sont trop loin pour pouvoir accéder directement à l'emploi. Et là, il faut qu'on leur crée des passerelles intermédiaires. C'est-à-dire que si on attend que, dans certains cas, l'entreprise, elle va baisser ses exigences. C'est arrivé au moment de tension, on a des entreprises avec lesquelles on a pu travailler sur des repositionnements. C'est-à-dire que plutôt que de chercher des compétences relativement élevées, comment recalibrer en interne, redonner des fonctions en interne à des salariés, les faire évoluer en interne et baisser les exigences par rapport à l'externe. Mais ça marche pas tout le temps. Et donc ça n'empêche pas la nécessité de pouvoir travailler sur des publics à des passerelles intermédiaires pour faciliter le retour à l'emploi. Merci. Le dispositif que vous avez mis en place, vous êtes peut-être en capacité de dire combien d'entreprises ont été impliquées, combien de salariés, d'apporter un peu des éléments factuels pour essayer, même si on entend que voilà, on est dans une phase expérimentale. Alors, voilà. Voilà, j'allais dire à peu près 400 études de fonction. Voilà, okay. Brigitte me dit 350 études de fonction réalisées dans les entreprises sur la phase Dijon. Sur la phase Dijon. Le bassin dijonnais. Très bien. Qui souhaite réagir Monique Martin, peut-être. Il a été beaucoup question de compétences transverses. Et c'est peut-être la préoccupation qui monte un peu partout, ça. Hein. Quels que soient finalement, peut-être même le niveau de formation des salariés. C'est dans de nombreux programmes, on le voit, dans de nombreuses demandes,
on voit aussi cette expression. Et c'est pour ça que quand je parlais au départ de l'organisation en verticale des branches, il y a cette spécialisation verticale qui fait que la mobilité, elle est moins facile sur un territoire quand on veut évoluer, parce que on n'a pas suffisamment travaillé en termes de compétences transverses. À un moment donné, il faut que quelqu'un fasse ce travail-là. Hein, c'est ça. Alors, juste peut-être une précision aussi. Je trouve très intéressant de parler de communauté, enfin de tronc commun d'activités ou de compétences. D'abord parce qu'on le voit dans les recrutements. Hein, les recruteurs demandent très souvent des choses autour de la compétence à savoir faire face, qui semble être une compétence importante, savoir utiliser des ressources. Et je trouve que ça nourrit l'idée d'une continuité dans les parcours. Et si on arrêtait de raisonner en métier et qu'on raisonnait en quelque chose qu'on voit dans tous les corps de métier, y compris les non qualifiés, c'est cette augmentation de la part de l'imprévu qui fait que les salariés aujourd'hui, qui se distinguent, les bons salariés, enfin qualifiés comme ça en entreprise, sont ceux qui savent faire preuve d'initiative, mais dans un cadre défini, pas trop peu. Et ça, c'est des compétences tout à fait singulières. Donc la deuxième remarque que je voulais faire, c'était sur cette question de la formation. Du coup, ça oblige les formateurs et les centres de formation à changer de posture, là encore. On a en fait radicalement des changements de posture qui se mettent en place et qui s'initient. Dans la VAE, on le voit bien, puisque dans la VAE, il s'agit d'aider des personnes à découvrir comment elles s'y prennent pour réussir, mais sans leur dire, parce qu'on n'a pas à remplir les dossiers de validation des acquis, mais en étant très questionnant, parce qu'elles ne savent pas très exactement comment elles s'y prennent. Alors que on est quelqu'un loin de l'emploi, qui a besoin de construire ses compétences tout à fait demandées, ou que l'on soit dans le cadre de l'entreprise où on a besoin de permettre à des gens à identifier ces compétences, eh bien on est sur un type de formation, j'ai entendu ce matin dire faire autre chose avec du déjà là. Voilà, on est là-dedans et c'est des moyens pédagogiques très très différents. Ce qui s'appelle le développement, si j'ai bien compris Guy Jobert ce matin. Changement de posture des formateurs, changement de posture aussi des structures comme les vôtres, notamment lorsque vous choisissez de parler en termes de professionnalisation plutôt qu'en termes de formation. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de ce choix particulier-là ? En fait, avant, j'étais chargée d'une mission sur l'alternance. Et l'alternance a changé de nom. Et voilà, j'étais plus posée sur la professionnalisation. Parce que un certain nombre d'outils sont mis en place avec la réforme autour de la professionnalisation des salariés ou des futurs salariés. Et donc, ça veut dire que dans ma mission, j'ai surtout à travailler sur cette interface. Alors, on a rajouté emploi après, enfin, en même temps à peu près, mais on est sur une dimension de professionnalisation des acteurs. Et alors que culturellement, on était plus sur un accompagnement de l'entreprise avec cette porte d'entrée-là, voilà, on retrouve aussi une dimension des salariés, enfin salariés, futurs salariés, ex-salariés peut-être des fois, mais on est sur une notion de professionnalisation. Alors, dans le dispositif que je viens de vous présenter, nous, la question aussi qu'on a aujourd'hui, c'est quelle reconnaissance de ces compétences. Enfin, quand on parle de professionnalisation, de reconnaissance ou de qualification, comment aujourd'hui on valide ces compétences transverses, comment on les reconnaît. Il n'y a pas de diplôme on retrouve des diplômes de plutôt haut niveau qui quelque part fonctionnent beaucoup sur ce socle, mais à d'autres niveaux, au niveau 5, on n'a pas par exemple de validation sur c'est quoi les compétences transverses. Comment les mettre en avant, même en termes de qualification, parce que pour des gens qui ne sont pas qualifiés, ne serait-ce que reconnaître ce niveau-là, c'est fondamental. Donc là, je pense qu'on a encore un bout de chemin à faire. Voilà, on va prendre peut-être des questions dans la salle. Qui est-ce qui souhaite intervenir ? Il y a Christian Dutertre qui va prendre la parole. Merci. Christian Dutertre, économiste. J'ai été très intéressé par votre exposé, notamment sur la notion de tronc commun d'activité. Bon.
Parce qu'à travers cette notion de trop commun d'activité, on voit qu'il y a la volonté, ou en tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris, d'un retour vers le travail et d'un retour vers l'activité de travail, qui, de mon point de vue, est le point de départ pour comprendre comment les qualifications peuvent évoluer, et comment on peut les suivre. Bien. Donc là, je vois un point très, très positif dans l'approche que vous avez développée. En même temps, j'ai un problème, toujours, avec la façon dont utiliser l'expression de compétence. Et on voit bien que cette expression est flottante. Bon, à des moments, finalement, on parle de qualification, c'est-à-dire on parle de savoir-faire, de savoir technique, de savoir parfois théorique, donc des savoirs qui s'apprennent, que les personnes gardent en elles-mêmes, même lorsqu'elles sont mobiles. Et en même temps, on passe de cette notion-là. Alors, ces savoirs, ils évoluent en fonction des métiers, ils évoluent surtout en fonction des activités. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il y a un lien direct. Et en même temps, on passe d'autres moments à la notion de compétence. Et là, on sent des choses plus, je dirais, confuses, c'est-à-dire, alors, par exemple, des compétences transverses. Mais qu'est-ce qu'on met dans compétences transverses? Des compétences comportementales. Mais qu'est-ce qu'on met derrière comportemental? Et je trouve que le débat, alors y compris chez les chercheurs, n'est pas suffisamment tranché. Moi, de mon point de vue, j'ai un point de vue assez net là-dessus, c'est qu'il n'y a pas de compétences personnelles. Les compétences sont toujours situées. Vous prenez quelqu'un dans une organisation, en fonction de son environnement, des outils, des relations qu'il y a dans le collectif de travail, on va la considérer comme pertinente et compétente. Vous la déplacez de situation, et tout d'un coup, elle perd cette capacité d'adaptation, elle perd cette capacité de faire face à l'événement, elle perd cette capacité à apprendre de son expérience, et tout d'un coup, cette compétence se dilue. Inversement, vous avez quelqu'un qui est considéré par un collectif comme non compétente, vous la déplacez, et tout d'un coup, elle va devenir compétente. Alors là, pour moi, il y a un vrai problème, parce que on a besoin de dissocier la question des qualifications, des activités derrière des métiers, leurs évolutions, et je pense que là, il y a des métiers transverses aux branches, là, il y a des métiers, la question du côté transversal est absolument pertinent. La question des compétences pose d'autres enjeux, et justement qui sont des enjeux qui ne renvoient pas ni au dispositif de formation, ni aux personnes, mais à la qualité des organisations, donc à la qualité des organisations mises en place par les entreprises, à la qualité des collectifs, c'est-à-dire à la qualité de la coopération au sein des collectifs. Et de ce point de vue-là, il n'y a que de compétences que situées et, comment dirais-je, organisées. Alors le dispositif de professionnalisation, cette fois-ci, et pas de formation, exige un engagement important de l'entreprise, parce qu'il y a besoin d'organiser ce retour d'expérience sur la base du fonctionnement de l'entreprise. Voilà, quelques suggestions, parce que je trouve qu'à des moments, mais les chercheurs sont dans la même situation que vous, on est au milieu du gué. On utilise l'expression compétence dans des acceptions troublantes. C'est vrai que... La définition que vous donnez, il faut partir sur les bases de Maclay et Minet, et de Francis Minet et Gérard Maclay, on arrive à cette... Si vous parlez sans micro, vous n'avez aucune chance de laisser vos propos une trace dans la mémoire des nations. Alors, peut-être réagir à la présentation donc très pertinente de Christian Dutertre, où souhaitait le faire Emmanuel Setzer, sur compétences, ses usages et puis ses ambiguïtés. Donc, bon, c'est un échange aussi qu'on a au quotidien entre acteurs de terrain qui est perpétuel et dont on n'a pas fini on n'est pas encore sorti de cela. Pourquoi? Parce que on a besoin effectivement de travailler sur des définitions partagées, et le terme de compétence sous-entend pour certains des choses complètement différentes les unes des autres. Ce sur quoi on s'est mis d'accord quand même, c'est des savoirs en action. C'est-à-dire que de toute façon, la compétence, elle n'existe pas en dehors d'un contexte. Et effectivement, vous le soulignez, moi, toute la difficulté qu'on a là aussi, c'est de pouvoir
faire évoluer les compétences de personnes qui ne sont pas en action, par exemple, qui sont demandeurs d'emploi, qui sont déconnectés de ce contexte de l'entreprise. Or, à un moment donné, si on veut pouvoir rapprocher des personnes éloignées de l'emploi, il faut qu'on puisse trouver des outils. Alors, la formation en est un, pour pouvoir trouver des contextes socialisés qui, à un moment donné, redonnent du cadre, et puissent travailler sur de l'action. Parce qu'en dehors de ça, sinon on va travailler sur des savoirs, ok, mais on n'aura pas de la compétence pour autant et on ne saura pas vraiment de quoi on parle. Autre point, c'est qu'effectivement, vous avez raison de souligner qu'il y a un travail important à faire avec l'entreprise sur comment elle accompagne les nouveaux entrants ou des évolutions professionnelles pour ceux qui sont dans l'entreprise et qui changent de fonction. La notion du tutorat, outiller l'entreprise sur des outils d'évaluation aussi. C'est-à-dire que quand nous, en tant qu'acteurs de l'emploi et de la formation, on parle de compétences, c'est une chose, mais l'entreprise, elle en entend quoi ? Qu'est-ce qu'on lui donne comme outil pour pouvoir se positionner dans ce collectif ? Elle en fait partie. Et elle a, à mon avis aussi, à participer à ce travail de sens sur les terminologies utilisées, quoi. Merci. Je propose de prendre peut-être une autre question dans la salle et puis de passer donc à la troisième présentation. Monsieur, hors micro, nous rappelait effectivement qu'il y avait des définitions qui ont été données en leur temps par notamment Gérard Malgrève, enseignant des adultes, et puis les travaux consécutifs de Francis Minet. Voilà, et que c'était pour le coup des définitions de la compétence qui restaient très solide dans le champ de la formation. Mais je n'engagerai pas le débat ici. Madame. Alors, Stéphanie Verbreg, je suis chargée de mission formation dans une maison de l'emploi. Concernant la dernière diapositive, vous êtes passé un peu vite sur le bilan de votre action. Vous disiez que les financements seraient repris par le droit commun, c'est-à-dire Pôle emploi et les régions. C'est bien ça ? Alors, comme les dispositifs de formation mis en place s'adressent à des personnes qui sont demandeurs d'emploi, cette expérimentation, elle s'est mise en place au départ avec le financement exclusif de la région pour la Bourgogne. Et on les en remercie, parce que sans eux, je pense qu'on n'aurait pas pu mettre ça en place. Mais l'idée, si à un moment donné on veut si c'est un dispositif auquel on croit, qu'on veut modéliser, et à un moment donné se pose la question de savoir, en dehors de financement d'une expérimentation, qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire comment, à un moment donné, le droit commun et ces dispositifs se réapproprient des financements de ce type-là. Alors ça pose d'autres questions, c'est-à-dire que aujourd'hui on a sur la Bourgogne un cadre commun partagé Pôle emploi, région, mais la question est, cette formation-là, par exemple, aujourd'hui, elle est pas qualifiante, pas diplômante, pas forcément avec un retour à l'emploi direct derrière. Et donc, comment les cadres définis par les uns et les autres peuvent s'utiliser dans le cadre de dispositifs tels que celui-ci, quoi. Ça nous pose des questions de frontières, c'est-à-dire de dire, est-ce qu'on peut accepter que le retour à l'emploi soit différé ? Comment ça concourt éventuellement, ce dispositif concourt éventuellement à une dimension aussi de préqualification. Voilà. Donc, ça nous pose des questions de frontières par rapport à des dispositifs autres existants aussi. Voilà. Alors ma question, c'était, étant donné que vous parlez d'individualisation des parcours, il y a un tronc commun, il y a des modules complémentaires de spécialisation qui vont répondre à des besoins des entreprises contractualisés via une offre d'emploi. Mais quand on passe par les financements droit commun, il y a tout un code des marchés publics à respecter, donc on n'a pas forcément la même réactivité que quand on peut bénéficier de financements individuels. Donc comment vous conciliez les procédures, marchés publics pour des financements de formation collectifs avec les besoins des entreprises et notamment de la réactivité ? Sur l'aspect, en dehors de l'aspect marché public, appel d'offres, etc., partie travaillée dans le cadre des partenaires publics de l'emploi et de la formation, au niveau des OPCA, on a un certain nombre d'outils qui nous permettent une souplesse d'ajustement aux besoins spécifiques de l'entreprise. Je pense au contrat de professionnalisation, mais je pense aussi à la POE,
Et donc ça, c'est des outils qui se mobiliseront, mais je dirais au même titre qu'on est sur le suivi d'un individu, ça se mobilisera au cas par cas, de façon individuelle. L'idée, c'est de pouvoir déjà travailler sur une base commune, un traitement assez générique, et ensuite ajuster l'approche individuelle au niveau de chaque entreprise, chaque besoin spécifique. Là, par contre, on a les outils.